Et nous, comme tous les mercredis ici sur France 24, eh bien, on va ausculter le modèle français. C'est une émission en partenariat avec le quotidien Le Monde. Et ce soir, on va s'intéresser à la visibilité de l'islam en France, avec depuis cet été une mission parlementaire qui se concentre sur la burqa. Quel est le nombre exact de ces femmes intégralement voilées en France? Le phénomène prend-il de l'ampleur? Cette burqa menace-t-elle la cohésion nationale? Faut-il tout tolérer au nom de la liberté individuelle? Et si la réponse à la question précédente est non, alors faut-il légiférer? On va en débattre avec nos invités, dont le vice-président de cette mission parlementaire, Georges Motron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP du Val d'Oise et ancien maire d'Argenteuil, en banlieue parisienne, une ville où on trouve notamment des femmes qui portent la burqa. Vous nous en parlerez. Et puis en face de vous, Caroline Forest, qui, comme tous les mercredis soirs, est avec nous ici sur ce plateau. Caroline qui est essayiste et chroniqueuse au Monde. Merci d'être là, Caroline. Alors, je voudrais d'abord avec vous évoquer une petite question de sémantique, car le titre précis de cette mission parlementaire, c'est mission parlementaire sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national. Vous ne dites pas burqa. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, burqa, ça ne vise qu'un habit traditionnel afghan. Et ce n'est pas cet habit que l'on trouve le plus souvent dans nos pays ou dans nos régions. C'est plutôt le niqab, comme on dit, qui est un voile complet qui vient plutôt du Moyen-Orient. Donc je pense il est bon d'utiliser le bon terme et on utilise de manière générale le voile intégral. Alors, rappel des enjeux de ce débat en images tout de suite. Une quarantaine de députés planchent actuellement sur le port du voile intégral en France. Souvent assimilé à la burqa afghane, il est porté par certaines femmes musulmanes et ne laisse entrevoir que les yeux. Le débat a été lancé au mois de juin par Nicolas Sarkozy. Le président français a réitéré depuis une position très claire sur la question. La France est un pays où il n'y a pas de place pour la burqa, où il n'y a pas de place pour l'asservissement de la femme. Le débat a d'abord ressemblé à une bataille de chiffres, celui dérisoire d'une note du renseignement intérieur qui recensait 367 femmes portant la burqa en métropole. Autre estimation plus crédible du ministère de l'Intérieur, environ 2000 femmes en France seraient intégralement voilées. Le phénomène semble ultra marginal et pourtant, la question est lancée. Faut-il légiférer contre le port de la burqa? Une mission parlementaire est chargée depuis le mois de juillet d'étudier les différents points de vue, car les députés sont très divisés sur le sujet. Principal argument de ceux qui souhaitent l'adoption d'une loi, pour eux, la burqa est un symbole de l'oppression de la femme. Chaque religion a sa place en France, mais chaque religion doit aussi respecter notamment le droit des femmes. Oui, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui on doit légiférer sur ce sujet. Pour certains, la burqa pose aussi un problème de sécurité. Chacun doit pouvoir identifier à qui il a affaire. Mais même au sein de la majorité, beaucoup refusent de voir le Parlement légiférer. Question de liberté individuelle, mais aussi pour laisser la place à une société multiculturelle. Il faut qu'on fasse attention de ne pas stigmatiser une religion. Et qu'en tant qu'il n'y a pas de provocation, je crois qu'il faut aussi respecter les religions des uns et des autres. Et s'il y avait provocation, là c'est évidemment différent. Et je ne pense pas que ce soit un véritable problème en France actuellement. Les arguments sont sensiblement les mêmes que ceux évoqués en 2004. Une loi interdisant les signes religieux dans les écoles publiques avait alors été adoptée. Une loi qui visait surtout le port du voile islamique. Il y a quelques jours, le débat est revenu sur le devant de la scène lorsqu'une lycéenne s'est rendue voilée dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Alors, Georges Motron, on a évoqué dans ce sujet quelques chiffres, certains donnés par les renseignements généraux, d'autres par d'autres sources, 367, 2000. Quelle est votre perception, vous, du phénomène en France, de ces femmes voilées intégralement? Écoutez, on a eu l'impression, quand ce chiffre de 367 est tombé au mois d'août, je crois, on a l'impression que c'était une information qui tombait du ciel pour un peu limiter notre travail. C'est un chiffre qui repose sur rien. D'ailleurs, on n'en a pas trouvé les sources. Ensuite, on a parlé de 2000 que vous le donnez tout à l'heure. Je crois que personne ne sait exactement combien de femmes... Et 2000 vous semble être un chiffre qui est à peu près... C'est certainement plus proche que les 300 et quelques que vous citiez tout à l'heure comme première information. Mais moi, je le vois
cas dans ma ville, une ville d'un peu plus de 100 000 habitants. Argenteuil, on est en région parisienne, dans le Val d'Oise. Où une immigration qui n'est pas récente, de population du Maghreb, se voit de plus en plus à l'extérieur avec ce type de port pour les femmes. Alors, si je donnais un chiffre sur Argenteuil, rien que sur Argenteuil, j'en aurais une soixantaine. Et une soixantaine habitant le secteur, mais on a un marché, par exemple, d'intérêt presque régional le dimanche, où toutes les populations du nord-ouest de la région parisienne viennent, et à ce moment-là, on a plusieurs dizaines sur le marché. Oui, donc c'est-à-dire que ce chiffre de 2000 serait peut-être même sous-estimé, c'est ce que vous, vous entendez ? J'ai du mal à donner un chiffre, mais si je devais en donner un, si j'avais pas eu ces informations-là auparavant, j'aurais donné autour de 5 à 10 000. Donc là, on est quand même dans une fourchette. Mais il faut dire aussi, j'entendais mes collègues tout à l'heure de l'ouest de la France dire que ce n'était pas un problème pour eux. Oui, c'est possible que ce ne soit pas un problème pour eux, parce que c'est ciblé dans telle et telle région française. Autour de quoi ? Des grandes agglomérations que sont Paris, Lyon, Marseille. Caroline, est-ce qu'on peut établir une géographie de cette burqa en France ? Ce sont les maires qui, au quotidien et sur les marchés notamment, peuvent avoir effectivement une appréciation au cas par cas, ville par ville. Maintenant, il faut parler un peu aussi du profil des femmes qui portent ce voile. Qui sont ces femmes voilées ? C'est un peu différent que le hijab, le voile simple. C'est-à-dire que autant le voile simple est plutôt l'uniforme d'un courant fondamentaliste et très politique, à mon avis d'ailleurs beaucoup plus dangereux en termes d'impact international et national, comme la tendance des frères musulmans qui a ravagé l'Algérie, a ravagé l'Égypte et est responsable directement de l'échec de la réforme moderniste de l'islam. Donc c'est un uniforme d'un courant politique qui fait des dégâts partout. Le voile intégral, c'est vraiment l'emblème d'une tendance ultra-sectaire et ultra-minoritaire du salafisme, plutôt d'inspiration saoudienne, porté partie par des gens qui sont dans une démarche aujourd'hui parfois complètement repliée, séparatiste, moins politique même que les frères musulmans, mais réellement caricaturale, réellement sectaire. De sous ces voiles, on a parfois même des convertis, beaucoup. Des Françaises d'origine... Des Français qui se sont convertis à l'islam. Des Françaises d'origine bretonne, basque, qui se sont converties à l'islam et qui font du zèle, et non seulement font du zèle, mais dans leur démarche sectaire, ont l'impression, en se cachant le visage, qu'elles font leur crise identitaire 2 fois plus qu'une femme de culture musulmane venant de pays ou originaire de pays musulmans. Alors, Georges Mautroux, on va revenir évidemment là-dessus, mais vous avez auditionné quelques-unes de ces femmes voilées. Est-ce que ça, ce que dit Caroline Fourès, vous l'avez constaté ? Alors ça, moi, je l'ai fait à titre personnel dans ma ville, mais pour l'instant, la mission va le faire dans quelques jours. On se dit que c'est quand même le cœur du débat, d'aller vers ces femmes-là, pour savoir si elles subissent ce voile ou si elles en font un étendard quelque part. On va le faire dans quelques jours. Donc ça sera en cercle fermé, pour les raisons que vous pouvez comprendre. Mais je confirme. Par contre, c'est une vraie question. Pourquoi en cercle fermé ? Parce qu'il n'y avait pas de moyen d'avoir des témoignages de femmes voilées qui viendraient devant l'émission. Mais elles vont venir dévoiler devant vous ou elles vont venir voiler ? Elles vont venir dévoiler devant nous. Ah, d'accord. Elles vont venir dévoiler devant nous, oui, tout à fait. Mais on a fait de moult essais, mais le seul moyen d'avoir un contact officiel de la mission, c'est de les faire venir à huis clos. On retrouve les images de vos auditions sur le site internet de l'Assemblée nationale, mais ça, on ne le verra pas. Vous trouverez le compte-rendu, mais vous ne trouverez pas les images. Et on est en 2009, et on parle de femmes françaises nées en France. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est vraiment devant quelque chose qui est très conjoncturel. Peut-être que dans 5 ans, on en sera sorti, et que si la situation internationale se calme, toute cette crise identitaire et sectaire sera passée. Mais pour l'instant, on assiste à des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a un peu plus de 10 ans. Et moi, j'aimerais réagir à ce qui a été dit dans le sujet, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les arguments soient sensiblement les mêmes que le débat qu'on a eu sur le voile à l'école publique et les signes religieux à l'école publique. Non, moi je crois que les arguments sont très différents et que c'est un débat très différent. Qu'est-ce qui distingue ce débat-là de ce débat qui remonte effectivement à plus d'une dizaine d'années ? Mais écoutez, d'abord, le signe en lui-même, certes, est plus fort. Le voile intégral, c'est plus fort et ça pose d'autres problèmes que le voile simple. Le voile simple, ça pose le problème d'un symbole de l'inégalité homme-femme, mais pas celui de l'identification et de la sécurité. Le voile intégral, ça pose aussi, en plus, le problème, tout simplement, de ne pas savoir à qui on a affaire dans la rue, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est quelqu'un qui est déguisé ou si c'est quelqu'un derrière qui se cache une identité. Et au nom, et je termine là-dessus, dans certains pays musulmans, ça pose des vraies complications. Par exemple, en Arabie Saoudite, il y a eu un attentat qui a été commis par quelqu'un qui était déguisé en femme sous un voile intégral. Il y a quelques semaines à Marseille,
un bijoutier a ouvert la porte à un couple qu'il pensait simplement salafiste, Novembre, ouais. un homme en djellaba, une femme en voile intégral, en fait c'était 2 braqueurs et il a été cambriolé. Donc c'est pas le même questionnement, et en plus si le voile est beaucoup plus frappant, beaucoup plus fort comme signe que le voile simple, par contre là ce qui complique énormément le travail de la mission, c'est que nous sommes en train de penser à légiférer sur la rue, sur l'espace public. C'est plus l'école publique. L'école publique, c'est normal qu'il y ait des règles. C'est le lieu d'apprentissage de la citoyenneté. C'est le temple du modèle républicain. Mais la rue, dans notre démocratie, c'est le lieu de la liberté maximale. On va parler de Donc, c'est pas les mêmes arguments. De cette nécessité ou non de légiférer, puisque votre mission d'enquête a précisément pour but de conclure là-dessus en janvier et de donner vos conclusions au Premier ministre pour savoir s'il faut ou non légiférer sur un phénomène qui est marginal ou pas, et on évoquait des chiffres qu'on a beaucoup de mal à vérifier. Mais moi, je voudrais que vous nous donniez peut-être votre expérience de maire ou d'ancien maire de cette ville d'Argenteuil. Vous avez été confronté, vous, personnellement, en tant que premier magistrat de la ville, à ces femmes voilées dans la vie quotidienne du fonctionnement d'une commune. Alors, je vous disais tout à l'heure l'aspect des marchés, donc de la provocation que ça fait vis-à-vis de tout le public, dont les autres musulmans. Qui prennent ça comme une provocation ? Eux également, ils souhaitent de plus en plus que l'on règle ce problème. Les musulmans ils prennent modérés. Ça comme une provocation. Ils prennent ça aussi comme une provocation. Tout à fait comme d'autres religions ou sans religion. Moi, je me suis posé la question, si sur un marché, franchement, une dizaine ou une vingtaine de militants du Ku Klux Klan faisaient son marché avec une cagoule blanche, comment on réagirait ? Ça nous interpelle, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir la violence symbolique de ce signe. Il nous interpelle, en tant que femme, je peux vous dire que l'interpellation, on la ressent dans ses tripes, on n'a pas besoin de réfléchir. Donc, effectivement, c'est normal que les gens réagissent. Alors, pour vous poser la question d'autres expériences, de la commune. Le préfet de mon département, du Val d'Oise, avait gentiment laissé le maire que j'étais procéder aux cérémonies de naturalisation de nouveaux Français. Et j'ai eu, là aussi, dans les premières séances, des provocations de gens qui venaient avec leur décret, qui venaient chercher leur décret de nouveaux Français de manière totalement masquée, et j'ai refusé. Le droit n'allait pas forcément dans mon sens, mais j'ai refusé à ces femmes de leur donner les papiers. À quel motif avez-vous refusé ? Parce qu'on sur le fait qu'elles rentraient ce jour. On ne pouvait pas vérifier l'identité ? D'une part, mais d'autre part, je pense que lorsqu'on rentre dans une nationalité, on se doit aussi, au moins le jour de cette rentrée officielle, d'être dans un accoutrement un peu plus... Quelle a été leur réaction ? Alors, certaines se sont pliées immédiatement. D'autres sont revenus le coup d'après avec une avocate pour se défendre. Ça montre bien qu'il y avait des volontés de provocation dans le système. Mais les choses se sont réglées par la suite. C'est-à-dire que je n'ai plus à régler ce type de problème. Quand celles qui se sont pliées à votre décision se sont donc dévoilées, quelle femme est apparue sous ce voile ? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'elles étaient contraintes ou que c'était une décision qu'elles avaient prise elles-mêmes ? Alors la contrainte, à chaque fois qu'on pose la question de cette contrainte, elles nous disent non. Non, je ne suis pas contrainte, je fais ça de mon propre gré. C'est lorsque l'on fouille un peu plus, c'est pas tout à fait ce que l'on trouve. Vous savez, alors qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs ? Oui, mais c'est très compliqué quand vous interviewez un témoin de Jéhovah et que vous lui dites vous êtes dans une secte, il vous dit non. Quand vous interviewez un militant d'un mouvement extrémiste, il vous dit toujours que c'est lui qui a raison. Et donc, quels sont les arguments de ceux qui militent justement pour ce voile aujourd'hui ? Mais la pureté, se retrancher du monde impur, se tenir à distance des mécréants impurs que nous sommes, donc ça pose un vrai problème de sociabilité. Parce que d'abord, on ne se construit pas sous un voile intégral de la même manière. Quand on est une femme et qu'on s'est retranché à ce point-là de l'espace public, on ne se construit pas en pleine possession de ses moyens et de ses droits. Maintenant, le problème, c'est que si vous voulez... On ne peut pas libérer les gens contre eux-mêmes. Et ce n'est pas la mission de la République. La République doit veiller à ce que l'école... au moins ouvre les esprits, favorise l'émancipation, mais ensuite, à un moment donné, si quelqu'un a décidé que sa façon d'être heureuse, c'était d'être aliénée, il y a aussi cet espace-là en démocratie pour le respecter. Le seul problème que ça pose, encore une fois, c'est celui du vivre ensemble et de la sécurité. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dévoiler... J'ai pris position contre l'interdiction, y compris du voile simple dans la rue, parce que je pense qu'on ne peut pas libérer les gens contre eux-mêmes, pas dans la rue en tout cas. À l'école, d'accord, mais pas dans la rue. Maintenant...
on peut envisager des règlements dans des lieux publics. Alors on va voir ce que peut être la réponse. Qui permettrait d'obliger à s'identifier. Législative, est-ce que c'est la loi, est-ce que c'est le règlement, est-ce que c'est rien du tout? Mais je voudrais qu'on poursuive sur cette burqa. Vous disiez que sur le marché, certains musulmans considéraient eux-mêmes qu'il s'agissait là d'une provocation. Quelle est la réponse du du Conseil français du culte musulman là-dessus? Quelle est la position? Est-ce qu'ils ont une position claire en appelant les musulmans à avoir un islam adapté à la situation française? Alors, là aussi, il y a eu différentes versions. Lorsque nous avons reçu le Conseil national, ça a duré 2 bonnes heures. On a noté une évolution au fur et à mesure que les interviews se passaient. C'est-à-dire on parle de quoi et on arrive à quoi? Au départ, on nous disait que c'était une infime minorité et que c'était à eux de faire. Et à la fin, ils ont convenu que il fallait interdire ce type de voile intégral. Par contre, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils le disent suffisamment fort et est-ce qu'ils le disent auprès des musulmans? Bien sûr qu'ils le disent, parce que d'ailleurs, une des choses trappes de ce débat, c'est une voie royale pour le mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les fondamentalistes politiques, dont je précise et je maintiens qu'ils sont les plus dangereux, pour apparaître comme le juste milieu entre l'extrême musulman moderniste et l'extrême musulman salafiste. Donc eux, ils sont en train de jouer avec ce débat, le fait d'être les arbitres des institutions, en disant laissez-nous faire, nous, le voile simple, c'est la meilleure réponse au voile intégral. Donc ils se régalent avec cette surenchère. Ils se régalent et ils ont tout à fait intérêt à jouer les faux pacificateurs, alors que par ailleurs, ils mettent le feu sur d'autres sujets. Alors, on va s'interrompre quelques minutes, le temps de retrouver Vanessa Burgraff pour les dernières infos. Et puis, on va revenir ensuite sur le plateau. On sera notamment en ligne avec Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste, car on va évoquer la réponse qui peut être donnée à cette question de la burqa en France. Et puis, on verra évidemment quel lien il peut y avoir avec le débat qui a traversé la Suisse et traversé les frontières après le référendum sur les minarets. Restez avec nous pour la deuxième partie du débat dans quelques minutes.